Après la promotion, ma femme a commencé à rentrer tard, nouveau poste, nouvelle garde-robe, et soudain, les jeudis soirs appartenaient à son club de lecture. Le seul problème? Elle détestait lire. Et comme par hasard, j'ai découvert qu'elle me trompait pendant que je configurais son téléphone à sa propre demande. C'était son chef. Classique. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas crié. J'ai observé. J'ai écouté. Et j'ai fait quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé. Son chef l'a senti en premier. Puis elle. Et croyez-moi, la façon dont je l'ai fait était magistrale. Discrète. Paisible. Un matin, quand je lui ai préparé son café, elle ne se doutait pas que ce serait la dernière tasse que je lui servirais jamais. Et juste là, sur la table, à côté de sa tasse, il y avait un cadeau de ma part et un petit mot. J'imagine son visage à ce moment-là. Mais avant d'en arriver là, revenons en arrière au jour où tout a commencé. Le jour où ma vie a pris un virage à 180 degrés. Louise et moi étions mariés depuis bientôt 9 ans. Nous nous étions rencontrés à la fac. Je suivais des cours du soir pour ma certification en chauffage-climatisation, et elle préparait un master en quelque chose que je n'arrivais pas à prononcer à l'époque, management des organisations ou un truc du genre. Elle avait toujours eu de l'ambition. Une vraie drive. Ce genre de femme qui code en couleur son agenda et qui se lève à 6 heures du matin sans raison. J'ai toujours respecté ça chez elle. Je le respecte encore, d'une certaine manière lointaine. J'étais fier de la soutenir, que ce soit en restant éveillé tard pour la interroger sur les procédures RH ou en allant la chercher après ses shifts de nuit quand sa vieille Clio tombait en panne sous la pluie. Nous avons acheté notre maison en 4e année. Un petit pavillon avec un jardin clos et un érable têtu qui perd toutes ses feuilles en octobre. Je gérais les factures et je réparais tout ce qui cassait, elle veillait à ce qu'on ne manque jamais de dentifrice ni de serviettes propres. Nous formions une équipe. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Les choses ont changé le jour où elle a eu sa promotion. Elle est rentrée avec un de ses gâteaux de boulangerie sous cellophane et un sourire comme si elle avait gagné au loto. Directrice adjointe, a-t-elle dit en posant le gâteau sur le plan de travail et en enlevant ses escarpins. Enfin. J'étais fier. Vraiment. Je l'ai serré dans mes bras, je l'ai soulevé, je l'ai fait tourner comme dans une comédie romantique ringarde. Elle a ri. À cet instant, on aurait dit que tout allait encore bien. Mais avec le recul, c'était le dernier jour dont je me souvienne où elle riait comme ça. Au cours des 2 semaines suivantes, les choses ont commencé à déraper. D'abord, les vêtements. Louise s'habillait toujours de manière professionnelle, mais maintenant c'était différent, plus soigné, plus près du corps. Les jupes crayons ont remplacé ses pantalons classiques, et elle portait des talons même le vendredi décontractés. Je lui ai lancé un soir, tu postules pour PDG ou pour une pub de chaise de bureau? Elle a juste souri en levant les yeux au ciel, mais sans rire. Puis est venu le parfum. Une nouvelle fragrance, musquée et chère. Pas l'habituel floral léger qu'elle portait avant. Quand je lui ai demandé, elle a répondu qu'une collègue lui en avait donné un échantillon. J'ai eu envie d'essayer quelque chose de nouveau, a-t-elle dit. Nouveau. Ce mot a commencé à s'infiltrer de plus en plus dans notre vie. Nouveau parfum. Nouvelle réunion. Nouvelle personne. Nouveau plan le jeudi soir. C'est là qu'est apparu le club de lecture. C'était soudain. Un jeudi soir, je suis rentré d'un dépannage, couvert de laine de verre et de poussière de plâtre, et Louise était déjà habillée, en train de fouiller dans son sac. Tu sors, ai-je demandé en posant ma caisse à outils. Club de lecture, a-t-elle répondu sans lever les yeux. Je commence un avec des filles du bureau. J'ai cligné des yeux. Tu détestes les clubs de lecture. Elle m'a regardé avec un sourire étudié. C'était avant. J'ai pensé que ce serait bien d'essayer quelque chose de social. Tout ne doit pas forcément être ton idée du fun. Ça a un peu piqué, mais je l'ai laissé passer. Le jeudi soir est arrivé et reparti. Elle est rentrée tard, vraiment tard, et sentait le vin et une eau de Cologne que je ne connaissais pas. Elle a dit qu'ils avaient discuté de petits feux partout ou un truc comme ça. J'ai hoché la tête et je n'ai pas posé de questions. Le deuxième jeudi, même chose. Au troisième jeudi, elle ne prenait même plus la peine de faire semblant d'être pressée. Elle a juste dit, club de lecture, pris son manteau et elle est partie. Pendant ce temps, son téléphone est devenu son meilleur ami. Elle n'avait jamais été secrète avec avant.
On posait tous les deux nos téléphones sur le comptoir en rentrant. Parfois le sien restait sur le chargeur pendant des heures sans que ni l'un ni l'autre y jette un œil. Mais maintenant, cet engin ne quittait plus sa main. Elle l'emportait aux toilettes. Elle dormait avec face contre la table de nuit. Elle a mis un code. Elle a désactivé les aperçus de notification. Chaque fois qu'il vibrait, elle le regardait avec une sorte de petit sourire bizarre puis le rangeait. Je me disais de ne pas trop y penser. Les gens sont occupés. Les promotions changent les habitudes. Peut-être qu'elle cherchait juste ses marques dans son nouveau poste. Mais les petits détails s'accumulaient. Elle ne me demandait plus comment s'était passée ma journée. Elle ne regardait plus ses vieux westerns avec moi le dimanche soir. Elle ne me demandait plus de faire les courses, ne me rappelait plus de prendre mes cachets pour l'attention. Elle était encore là mais les lumières étaient éteintes, si vous voyez ce que je veux dire. Elle avait même arrêté de rire à mes blagues nulles. Je raconte les mêmes calembours ringards depuis qu'on se connaît. D'habitude elle grognait, levait les yeux au ciel, peut-être me lançait un torchon. Mais un jour, j'ai sorti la même vanne habituelle sur « les restes sont toujours meilleurs le lendemain » comme les disputes, et elle n'a même pas réagi. Elle continuait juste à faire défiler son téléphone. Ça m'a touché comme une douleur lente dans les côtes. Je commençais à remarquer à quel point la maison était silencieuse quand elle était là. Comme si sa présence occupait l'espace, mais sans chaleur. Avec de la distance. On ne se disputait pas, on existait juste côte à côte comme des collègues qui avaient été amis. Elle commençait à ressembler à une invitée dans la maison qu'on avait construite ensemble. Je me disais sans cesse que j'imaginais peut-être tout. Que c'étaient les longues heures de travail. Que j'étais juste fatigué. Mais un soir, je l'ai surprise en train de sourire à son téléphone. Pas juste un rictus le sourire. Celui qu'elle me faisait quand on sortait encore ensemble et que je lui envoyais un texto du parking pour lui dire que je pensais à elle. Et là, quelque chose a claqué. Ou peut-être s'est cassé. Je ne lui ai pas demandé ce qui était drôle. Je suis juste sorti, je me suis assis sur la terrasse avec une bière, et j'ai regardé la lumière de l'entrée clignoter. Parfois on n'a pas besoin d'aveux. On n'a même pas besoin de preuves. On sait, c'est tout. Et je savais. Et donc c'était un mardi soir. Je venais de rentrer après une longue journée à ramper sous une maison, à réparer des gaines abîmées et à essayer de ne pas respirer plus de poussière que d'air. J'étais encore en bottes de chantier, semant des bouts d'isolant dans la cuisine, quand Louise m'a demandé de l'aider avec sa playlist. Spotify fait des siennes sur mon ordi, a-t-elle dit sans lever les yeux, une main dans les cheveux, l'autre tapotant vaguement sur l'écran. Son ordinateur portable était sur la table de la salle à manger. Elle travaillait beaucoup là ces derniers temps, même si elle avait un vrai bureau à l'étage. Elle disait que la lumière était meilleure en bas. Je pense qu'elle aimait juste être près des fenêtres. J'ai posé ma gamelle et je me suis approché. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne se synchronise pas avec mon téléphone. Les morceaux que j'ai ajoutés en rentrant n'apparaissent pas. J'ai hoché la tête, fait craquer mes doigts et je me suis penché pour vérifier. Elle s'est écartée et a siroté son vin pendant que je naviguais dans son compte Spotify, j'ouvrais les paramètres du bureau et je m'assurais que l'application communiquait bien avec son téléphone. Rien de sorcier. J'ai toujours été le dépanneur tech à la maison, pas un génie, mais je sais reboter et reconnecter. Tout semblait normal au début, alors je lui ai dit d'ouvrir Spotify sur son téléphone pour que je voie ce qui s'affichait des deux côtés. Elle me l'a tendu et j'y ai jeté un coup d'œil rapide. C'est là que c'est arrivé. Juste là, sur l'écran de l'ordinateur, en haut à droite, une bannière de notification est apparue. Un texto. Il était court. Une seule ligne. Mais il m'a frappé plus fort que n'importe quel coup que j'ai pris dans ma vie. Impatient pour jeudi. Même endroit. C'était tout. Juste ça. Aucun nom attaché à l'écran. Mais dans le petit coin gris de la bulle, le contact de l'expéditeur s'est allumé. Marc. Son chef. Je me suis figé, la souris au-dessus du bouton pause d'une playlist de variété française. Mon souffle s'est coincé dans ma gorge. Vous savez comment, dans les films, le temps ralentit quand quelque chose de grave arrive? En vrai, il ne ralentit pas. Il s'aiguise. On voit tout. La façon dont son verre de vin penchait sur la table. Le bourdonnement assourdi du frigo qui se remet en marche. Elle qui bougeait sur sa chaise, trop détendue, trop silencieuse. Marc. Marié.
2 enfants, si je me souviens bien. Lui et Louise travaillaient ensemble depuis quelques années. Je l'avais rencontré une fois à la soirée de fin d'année de sa boîte, un de ces traiteurs impersonnels où personne n'a envie d'être. Il portait un gilet sur sa chemise et riait comme s'il s'était entraîné devant la glace. Trop lisse. Trop parfait. Je ne lui avais pas fait confiance à l'époque. J'aurais dû écouter mon instinct davantage. Je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas bronché. J'ai cliqué sur le petit « Ignorer » de la bannière, calme comme un lac. Puis, pendant qu'elle regardait à nouveau son vin, j'ai fait une capture d'écran de touche rapide, mémoire musculaire. Je me l'ai envoyé par mail depuis mon propre téléphone, tout en silence, invisible. Juste un mail. Pas de sujet. Pas de texte. Juste la capture en pièces jointes. Elle ne remarquerait rien. Elle ne faisait pas attention. Elle pensait que je résolvais son problème de musique. Et c'était le cas. J'ai fermé Spotify, vérifié la connexion et dit « ça se synchronise maintenant ». C'était juste un petit retard entre les appareils. Elle a souri. Ce sourire poli et distrait qu'elle arborait de plus en plus souvent ces derniers temps. « Merci, chérie. » Je suis resté là une seconde, juste à la regarder. Quelque chose en moi s'est fissuré un peu, mais ça ne s'est pas vu sur mon visage. J'ai passé ma vie à réparer des choses cassées et des chaudières, des circuits, des ballons d'eau chaude en plein hiver. Ça ressemblait à la même chose. Un système qui lâche sous tes mains pendant que tu souris en le réparant. J'ai pris ma gamelle et je l'ai portée jusqu'à l'évier. Je l'ai ouverte lentement. J'ai rincé mon thermos pendant qu'elle tapotait sur quelque chose sur son téléphone. Elle était déjà ailleurs dans sa tête. Probablement en train de lui répondre. Peut-être à ce même message. Même endroit, hein. J'ai essuyé le thermos, je l'ai posé sur le comptoir, puis je suis allé au frigo et j'ai pris une bière. Elle n'était pas assez fraîche, mais ça irait. On n'a pas beaucoup parlé le reste de la soirée. Elle avait des rapports à finir. J'ai regardé une rediffusion d'un match dont je connaissais déjà le score. Elle est restée sur son ordi, écouteurs dans les oreilles. La maison était silencieuse, à part le ronronnement du ventilateur de plafond et le tintement occasionnel de sa cuillère contre son verre de vin quand elle remuait distraitement la glace. Chaque petit bruit résonnait maintenant. Même le silence avait du poids. Quand elle est montée se coucher tôt, prétextant un mal de tête, j'ai attendu quelques minutes, puis j'ai ouvert mon mail et j'ai fixé à nouveau cette capture d'écran. J'ai zoomé sur le nom. Marc. Pas d'erreur. Pas de mauvaise lecture. Je suis resté assis là longtemps, juste à respirer lentement, laissant mes pensées se poser. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas monté les marches en tapant des pieds pour exiger une explication. À la place, j'ai ouvert un nouveau document sur mon ordi. Je l'ai nommé quelque chose d'ennuyeux, liste d'outils du garage, au cas où elle le verrait. Et puis j'ai commencé à tout noter. Chaque détail dont je me souvenais. Chaque jeudi où elle rentrait tard. Chaque tenue. Chaque excuse. Chaque trace légère d'eau de Cologne que je ne portais pas. Je ne planifiais pas une vengeance. Je ne cherchais pas à faire exploser son monde. Mais je savais que le mien avait changé. Et à partir de ce moment, je ne serais plus le type pris au dépourvu. J'ai fermé l'ordi. J'ai pris une autre gorgée de bière. Et dans ma tête, l'horloge a commencé à tourner. Je savais déjà ce qui se passait. Ça, c'était clair. On n'a pas besoin d'une ordonnance du tribunal pour savoir quand le cœur de sa propre femme a rendu son tablier. Mais je ne suis pas le genre de type à lancer des accusations sans avoir une prise ferme comme une clé à molette sur les faits. Alors j'ai décidé d'obtenir mes preuves. Pas pour me battre. Pas pour les lui jeter à la figure. Pour moi. Pour avoir l'esprit tranquille. Quand le moment viendrait de passer à l'action, je voulais être sûr. Pas de supposition. Pas de « peut-être ». Juste la vérité, nue et froide. Je suis allé en ligne ce vendredi soir après qu'elle se soit endormie. J'ai commandé un lot de 4 traceurs GPS. 29 € pièce. Moins cher qu'une nuit dans un hôtel bas de gamme, et bien plus discret que d'engager quelqu'un pour la suivre avec une caméra. Le colis est arrivé le lundi après-midi, dans une petite boîte blanche qui ne pesait presque rien. Louise n'a pas remarqué que j'ouvrais le paquet. Je lui ai dit que c'était une pièce de rechange pour le thermostat.
J'en ai activé un et je l'ai glissé dans un porte-clés en cuir noir que j'avais traînant, un de ces gadgets gratuits qu'on récupère dans les salons pro. Puis je m'y suis mis. Son sac à main était un de ces modèles oversize, assez grand pour cacher une famille de renards. Elle le laissait la plupart du temps sur le tabouret de la cuisine. J'ai attendu qu'elle soit à l'étage en train de se brosser les dents, puis j'ai doucement ouvert le sac et j'ai coincé le traceur dans la doublure de la poche latérale enfoncée si profond qu'il aurait fallu qu'elle vide tout pour le trouver. Même s'il bipait, elle ne saurait jamais ce que c'était. La plupart des gens savent à peine ce qu'ils font avec leur téléphone, alors tracer un objet caché. Je l'ai testé depuis l'allée. Ça marchait comme sur des roulettes. Ça localisait son sac au mètre près. J'ai souri. Enfin quelque chose de concret. J'ai attendu. Le jeudi est arrivé comme un train de marchandises. Elle était particulièrement guillerette ce matin-là, sifflotant en préparant son smoothie. Elle portait une nouvelle robe que je n'avais jamais vue bleu marine avec de petits boutons dorés sur le côté. Ses talons claquaient sur le carrelage comme si elle se rendait à un gala. Elle m'a embrassé sur la joue et a dit « Club de lecture ce soir ». Ne m'attends pas. Je ne l'ai pas fait. Pas pour elle. Je me suis assis sur le canapé avec le match de foot en sourdine et mon téléphone sur les genoux, l'application de suivi ouverte. À 19h52, le petit point a quitté notre rue. Je l'ai regardé avancer sur la carte comme une goutte d'huile qui glisse sur un pare-brise. Elle a pris la route principale en passant devant son bureau, a bifurqué après la rocade et s'est arrêtée à 20h17. Emplacement, hôtel d'affaires Les Pins. Pas une bibliothèque. Pas chez une collègue. Pas un bar à vin avec une arrière-salle pleine de livres. Un hôtel. Un de ceux avec des vitres teintées et des salles de réunion qui n'ont pas accueilli de vraies réunions depuis des années. J'ai fixé l'écran un moment. Il ne clignotait pas. Elle était toujours là. Je ne l'ai pas appelée. Je ne lui ai pas envoyé de texto. J'ai juste regardé le temps défiler comme si je chronométrais un cycle de moteur. 30 minutes. 1 heure. 2 heures et demie. Elle restait sur place. Aucun mouvement. Aucun saut vers un autre point sur la carte. 3 heures. À 23h48, le petit point a enfin recommencé à bouger. Même trajet en sens inverse. Aucun arrêt. Aucun détour. À minuit 12, la porte d'entrée s'est ouverte. Elle est rentrée avec le même sac comme si rien ne s'était passé. Ses talons dans une main, son téléphone dans l'autre. Je suis resté sur le canapé et j'ai fait semblant d'être à moitié endormi. « Salut » a-t-elle murmuré en posant ses affaires. « Salut » ai-je répondu sans lever les yeux. Elle a disparu à l'étage. J'ai attendu d'entendre la douche couler, puis je suis allé dans mon atelier au fond du jardin. Je me suis assis à mon établi sous la lampe de travail jaune. Mes mains ne tremblaient pas. Ma mâchoire n'était pas crispée. Je me sentais calme, plus stable que je ne l'avais été depuis des semaines. Le lendemain, j'ai passé un coup de fil. J'ai un copain qui s'appelle Ray. On était ensemble à l'école de métier il y a des années. Il a fini dans la sécurité d'entreprise. Pas exactement James Bond, mais il s'y connaît en système de surveillance et en service rendu. On ne se parle pas souvent, mais on est resté en bons termes. Ray, ai-je dit. Tu as encore des contacts en ville? Spécialement à l'hôtel Les Pins? Il y a eu une longue pause. Ouais, a-t-il répondu prudemment. Tu as des ennuis? Non, ai-je dit. Juste une vérification de fait. Il a accepté de me voir le soir suivant. On a pris un café, on s'est installé dans son utilitaire, et je lui ai donné la date et l'heure. Je ne demande rien d'officiel, ai-je dit. Juste savoir qui est entré et sorti ce soir-là. 2 jours plus tard, j'avais une clé USB dans la main. Je l'ai branchée sur mon ordi de travail derrière le garage. Le fichier n'était pas long. Image du hall. Horodaté. J'ai avancé jusqu'à 20h15. Elle était là. Louise. Ma femme. Traversant les portes coulissantes comme si elle était chez elle. Cheveux relevés. Tenant son sac comme un trophée. Elle a souri à l'accueil et fait un petit signe de la main comme si elle était déjà venue. Et puis environ 10 secondes plus tard il est arrivé. Marc. Monsieur Gillet et sourire en personne. Il est entré par le parking latéral, sans mallette, sans cravate.
Juste les manches de chemise retroussées comme s'ils venaient se détendre. Ils se sont salués comme s'ils n'étaient pas juste des collègues. Elle lui a touché le bras. Il s'est penché, lui a murmuré quelque chose qui l'a fait rire. J'ai mis la vidéo en pause. Juste figé là. Tous les deux en plein rire. Comme s'ils étaient en vacances, pas au milieu d'un mensonge. Je suis resté assis là un long moment. Pas en colère. Pas triste. Juste fini. Je n'ai jamais été un crack en informatique, mais quand j'ai besoin d'apprendre quelque chose, je l'apprends. Comme quand j'ai appris tout seul à réparer le ballon d'eau chaude en 2008 et à refaire le tableau électrique après cet orage. Rien de sophistiqué, juste un homme avec du temps, un objectif et une vidéo sur YouTube. J'ai passé cet après-midi de dimanche à mon établi avec mon ordi et un bloc-notes neuf. J'avais tout ce qu'il me fallait. La capture du message, l'historique du traceur avec les eurodatages, et les images du hall d'hôtel. Ça seul suffisait largement. Mais je ne cherchais pas juste assez, je cherchais du béton. J'ai commencé par créer un nouveau dossier sur le bureau. Je l'ai nommé « Inventaire garage », pour que ça n'éveille pas les soupçons si Louise passait par là. À l'intérieur, j'ai créé des sous-dossiers, journaux texto, historique GPS, preuves vidéo, photos. J'ai pris mon temps. D'abord étaler la capture du message de Marc. Impatient pour jeudi. Même endroit. Clair comme de l'eau de roche. Son nom était juste là en haut. Aucune place pour le doute. Ensuite, j'ai exporté les données de localisation de l'application. Chaque signal de ce jeudi soir, cartographié et horodaté. De chez nous à l'hôtel, et retour. J'ai ajouté des notes à côté des coordonnées. Arrivée, 20h17. Départ, 23h48. Puis le joyau, les images du hall. J'ai coupé le fichier à un clean 90 secondes. Juste le moment où elle entre, suivi de Marc qui arrive comme s'il l'avait fait 100 fois. Son sourire. Sa main dans son dos. Ce petit regard qu'ils ont échangé comme si personne d'autre au monde n'existait. Je n'avais pas besoin de dire ce que ça signifiait et les images le disaient tout. Enfin, j'ai ajouté quelque chose que j'avais presque oublié. Une photo que j'avais prise depuis la vue du parking de la caméra de sécurité. La voiture de Marc, la même berline noire qu'il conduisait à la fête de Noël du bureau l'an dernier, est garée sur le parking visiteur. Plaque d'immatriculation bien visible. Juste une petite cerise sur le gâteau. J'ai tout compressé dans un seul fichier. Puis j'ai créé un nouveau compte mail. Une adresse jetable, quelque chose de neutre, pas de nom, pas d'indice. Juste une coquille vide pour porter le poids. A. Direction des ressources humaines de sa société. Objet. Préoccupation concernant la conduite d'un employé urge. Corps. Merci de bien vouloir examiner les documents joints. Cela pourrait nécessiter une attention immédiate. Discrétion recommandée. Pièce jointe. Preuve de conduite inappropriée. J'ai fixé l'écran un moment avant de cliquer sur envoyer. Je n'étais pas nerveux. Juste, définitif. Comme quand on coule un poteau en béton. On verse, on nivelle, puis on s'en va et on laisse durcir. Clique envoyer. J'ai fermé l'ordi, rangé tout, et je suis sorti tondre la pelouse. Le lundi est passé. Louise était normale, peut-être un peu plus silencieuse. Le mardi, pareil. Le mercredi, elle est rentrée plus tôt que d'habitude et n'a rien dit tout de suite. J'étais dans le garage, en train de changer l'huile de ma camionnette, quand je l'ai entendue passer par la porte latérale. Elle n'a pas appelé. Je me suis essuyé les mains et je suis entré. Elle était assise à la table de la cuisine, fixant son téléphone comme s'il l'avait insultée. Son sac était par terre, pas sur le tabouret. C'était le premier indice que quelque chose clochait. J'ai pris une bouteille d'eau dans le frigo et je me suis appuyé contre le comptoir. « Ça va ?» ai-je demandé. Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis elle a levé les yeux et forcé un faible sourire. Ils ont licencié Marc aujourd'hui. J'ai gardé un visage neutre. Ah ouais. Quelque chose à propos de « violation ». Conduite inappropriée. Personne n'en dit trop. Juste qu'il est parti. J'ai pris une gorgée d'eau. C'est soudain. Elle a hoché la tête. Ouais. J'ai laissé le silence s'installer. Elle ne semblait pas pressée d'en dire plus. Elle continuait juste à tapoter ses ongles sur le bord de la table. Après une longue pause,
elle a ajouté, et moi, j'ai été réaffecté. Service différent. Équipe plus petite. Promotion? Ai-je demandé, impassible. Elle a secoué la tête. Non. Latéral. Peut-être même un cran en dessous. Ils appellent ça une restructuration. Ah, ai-je dit. Dur. Elle a lâché un petit rire serré, mais qui n'atteignait pas ses yeux. Ouais. Je n'ai pas insisté. Je n'ai pas demandé de détails. Je n'ai même pas sorti le discours habituel, ça va s'arranger. J'ai juste hoché la tête, pris le courrier sur le comptoir et je suis ressorti derrière. Plus tard ce soir-là, je me suis assis sur la terrasse avec une bière fraîche et j'ai regardé le soleil se coucher derrière la ligne des arbres. Le ciel a pris cette teinte orange brûlée que j'ai toujours aimée, calme, stable, sans chichi. Les oiseaux bruissaient dans les branches, et le vent s'est levé un peu, caressant l'herbe comme un vieil ami. Louise était à l'intérieur, faisant les 100 pas entre son ordi et la cuisinière. J'entendais le tintement d'une cuillère contre la casserole, mais pas de musique. Pas de conversation. Juste le frottement doux de quelqu'un qui essaie de faire comme si tout était normal pendant que le sol se dérobe sous ses pieds. Je me suis renversé dans mon fauteuil, j'ai pris une longue gorgée et j'ai laissé la brise me passer dessus. Pour la première fois depuis des semaines, peut-être des mois, je ressentais quelque chose qui ressemblait à la paix. Elle ne savait pas ce qui l'avait frappé. Elle ne savait pas d'où ça venait ni à quel point ça avait coupé profond. Et elle ne le saurait pas. Pas de ma bouche. Je n'avais pas envie de le lui balancer en pleine figure. Ce n'était pas le but. Je voulais juste que les faits atterrissent là où ils devaient atterrir. Et c'était fait. Je suis resté là jusqu'à ce que le ciel s'assombrisse et que la lumière de la terrasse s'allume derrière moi. Puis j'ai décapsulé une autre bière, j'ai renversé la tête en arrière et j'ai souri. Pas parce que c'était fini. Mais parce que maintenant, ça avait enfin commencé. Le lendemain, elle marchait comme quelqu'un à qui on avait tiré le tapis sous les pieds et qui tournait encore sur place. Elle se déplaçait plus lentement, plus silencieusement, vérifiant toujours son téléphone comme s'il lui devait des réponses. Je gardais les choses simples. Tu as besoin de quelque chose au supermarché? Non. Le dîner te va? C'est bien. Ça va? Je suis juste fatigué. Fatigué. C'était le mot auquel elle se raccrochait. Comme s'il expliquait tout. Mais je savais à quoi ressemblait vraiment la fatigue, et ce n'était pas ça. C'était autre chose, quelque chose de tendu en elle comme un ressort prêt à lâcher. Mais je n'ai pas insisté. Je n'ai pas poussé. Je ne lui ai pas donné une raison de sentir l'orage que je construisais tranquillement sous ses pieds. Pendant qu'elle ruminait sur les histoires de bureau et essayait de comprendre comment sa carrière avait soudain déraillé, je me suis mis au travail. La première chose que j'ai faite, c'est d'ouvrir un nouveau compte courant. Banque complètement différente. Je suis entré pendant ma pause déjeuner, un vieille botte, terre sous les ongles et tout, et j'ai dit à la conseillère que je voulais quelque chose de simple et séparé. Aucun accès joint. Aucune relevée papier à la maison. Elle m'a tout expliqué, sans poser de questions. J'ai transféré mon virement de salaire le jour même et j'ai commencé à faire passer de l'argent petit à petit. Rien d'évident. Juste quelques centaines par-ci par-là. Assez pour que le compte commun reste normal, pendant que j'empilais le nouveau en silence. Ensuite, j'ai changé tous mes mots de passe. Mail. Banque. Opérateur mobile. Facture. Même mon compte de fidélité supermarché. Chacun a eu une nouvelle chaîne de chiffres, lettres et caractères. Je n'ai rien utilisé d'évident, pas de date d'anniversaire, pas de nom d'animaux, pas de ville d'origine. Juste du charabia aléatoire que j'ai mémorisé pendant 3 jours et noté dans un carnet que je gardais collé derrière le tableau électrique dans le garage. Après ça, j'ai acheté un deuxième téléphone prépayé. Pas pour tromper ou cacher. Juste pour faire passer tous mes nouveaux comptes et papiers par un numéro auquel elle n'avait pas accès. C'était une question de séparation nette. De contrôle. Puis est venu l'avocat. Il s'appelait Daniel Moreau. Mon cousin me l'avait recommandé après son propre divorce houleux. Daniel travaillait dans un petit bureau en briques en centre-ville qui sentait le vieux papier et le café brûlé. On s'est assis à une table avec un ventilateur qui bourdonnait derrière nous, et je lui ai tout raconté ce que j'avais rassemblé. Il n'a pas beaucoup parlé au début. Il a juste hoché la tête. Pris des notes. Feuilleté le dossier que je lui avais apporté comme un manuel de bricolage.
Quand il a enfin levé les yeux, il a dit, « Tu as déjà fait la plus grosse partie de mon boulot. » C'est propre. J'ai hoché la tête. C'est ce que je veux. Discret. Propre. Pas de feu d'artifice. Il a fait glisser le dossier vers moi. Tu es en avance sur la courbe, mon ami. Laisse-moi rédiger les papiers. On va le rendre étanche. Le week-end suivant, j'étais à l'entrepôt de meubles en périphérie de la ville. Payé en liquide. Un ameublement simple pour un studio, canapé d'occasion, table à manger, matelas encore dans son plastique. Rien de luxueux. Juste solide et fonctionnel. J'ai loué l'endroit sous une deuxième boîte postale que j'avais ouverte 2 semaines plus tôt. Ce n'était pas encore chez moi. Mais ça le deviendrait. Un après-midi, j'ai consulté ces infos de mutuelle via mon ancien identifiant. J'avais encore accès, elle n'avait jamais changé les identifiants. J'ai fait défiler le contrat. Effectivement, elle était toujours couverte par mon assurance santé. Je n'ai pas cliqué tout de suite. J'ai attendu la fin du mois. Pour que ce soit propre. Je l'ai retiré. Puis j'ai rédigé une lettre simple. Sans émotion, sans longue explication. Louise. À compter de ce mois, tu n'es plus couverte par mon contrat de mutuelle. 6 juin les instructions pour la continuation Cobra et les coordonnées des gestionnaires du régime. Merci de contacter directement si tu souhaites poursuivre ta couverture. Monsieur, je l'ai imprimé, mise sous pli et postée depuis le bureau de poste de la ville d'à côté. Elle l'a reçu un jeudi. Ce soir-là, elle n'a pas dit un mot. Elle a lu la lettre, s'est assise sur le canapé avec le papier plié dans la main, et a fixé le sol comme s'il venait de lui raconter une histoire qu'elle ne voulait pas entendre. J'étais de l'autre côté de la pièce, faisant semblant de réparer la coudoir du fauteuil qui n'avait pas besoin de réparation. Elle n'a pas demandé pourquoi. Et je n'ai pas proposé. Chaque soir, on allait encore se coucher à la même heure. Elle se brossait les dents, branchait son téléphone et se glissait sous les draps comme si tout était encore normal. J'attendais quelques minutes, j'éteignais la lumière et je m'allongeais à côté d'elle avec mes pensées déjà à 1000 lieues. Le truc, c'est qu'elle ne remarquait rien. Elle pensait vivre avec le même homme qu'elle avait épousé. Elle ne réalisait pas que cet homme avait fait ses valises des semaines plus tôt. J'avais cessé d'être son mari le jour où j'avais vu ce message. Ce qu'elle avait maintenant, c'était un homme qui maintenait la paix, préparait le dîner, pliait son propre linge et souriait juste assez pour être oubliable. Une ombre avec des bottes. J'étais là. Mais pas vraiment. Et je pense que, au fond d'elle, elle le savait. La veille de mon départ, je suis resté tard dans le garage. Pas pour faire mes bagages, pas pour écrire quoi que ce soit, juste pour respirer. Pour m'asseoir dans mon vieux fauteuil, les mains croisées, à écouter le ronronnement du congélateur et le bourdonnement lointain de la télé d'un voisin à travers la fenêtre. J'ai pensé à la façon dont son rire sonnait quand on était fauché et qu'on trouvait quand même le moyen de s'amuser. J'ai pensé à la première fois où on avait peint le salon, comment elle avait trempé sa manche dans le pot par accident et avait appelé ça de l'art abstrait. Puis j'ai plié ces souvenirs, je les ai rangés et j'ai fermé la porte derrière moi. Le samedi matin est arrivé clair et calme. Elle était encore à l'étage quand j'ai préparé le café. À la française, comme elle l'aimait à fort, de sucre, sans lait. J'ai posé sa tasse sur la table comme d'habitude, à côté de son chargeur de téléphone et de sa pile de magazines non lus. Sauf que cette fois, j'ai laissé quelque chose en plus. Une chemise cartonnée, bien fermée avec une attache en laiton. Dessus, mon alliance. Pas jetée. Pas claquée. Juste posée. Nette. Réfléchie. Comme la fin d'un projet. À l'intérieur de la chemise, j'avais glissé 3 choses. D'abord, les papiers du divorce. Signés, datés, propres. Ensuite, la capture d'écran. Le message de Marc. Elle souriante, sa main dans son dos dans le hall de l'hôtel. Enfin, une seule feuille avec 6 mots écrits à l'encre noire. Considère ça comme ton dernier entretien d'évaluation. Pas de nom. Pas de signature. Pas d'émotion. Elle est descendue environ 15 minutes plus tard. J'étais déjà près de la porte, bottes aux pieds, veste fermée. Elle s'est frotté les yeux et a dit, « Tu es debout tôt. » J'ai hoché la tête. J'ai quelques trucs à régler. Elle n'a pas vu la chemise tout de suite. Elle a juste pris son café et siroté, les yeux encore à moitié fermés. Puis elle a vu l'alliance.
Sa main s'est figée. Je ne suis pas resté pour la réaction. J'ai ouvert la porte, je suis sorti et j'ai glissé une petite enveloppe dans la boîte aux lettres. Elle contenait ma clé de maison et un mot qui disait simplement « Tu sauras de quoi il s'agit maintenant ». Pas besoin de scène. Pas de dernier mot. Je suis allé jusqu'à ma camionnette. Je suis monté. J'ai démarré le moteur et j'ai reculé lentement, sans même regarder dans le rétroviseur. Le soleil commençait juste à grimper au-dessus des toits, jetant cette lumière orange douce sur la rue vide. J'ai baissé la vitre, laissé l'air frais remplir la cabine, et je suis parti vers l'appartement. Il n'y avait pas de musique. Juste le bruit des pneus sur la route, le ronronnement du moteur et le léger tapotement de mes doigts sur le volant. Certains partent en criant. D'autres en larmes. Moi, je suis parti avec des pas silencieux, des papiers en ordre et rien à expliquer. Et dans ce silence, pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti à nouveau moi-même. Le téléphone a sonné juste après midi. J'étais assis dans la cabine de ma camionnette, garé devant une zone de livraison, en attendant qu'on charge ma commande. Le soleil tapait à travers le pare-brise et mon café était tiède dans le porte-gobelet. Son nom s'est affiché sur l'écran. J'ai laissé sonner à moitié avant de décrocher. Allô ? Sa voix est arrivée comme un coup de fusil. Tremblante. Forte. Se brisant entre les respirations. Tu as ruiné ma vie. Pas de bonjour. Pas de question. Juste un cri, brut et tranchant comme un fil qui lâche. Je suis resté silencieux une seconde. J'entendais ses sanglots dans le combiné, lourds et désordonnés. Pas le genre de pleurs qu'on fait en privé. C'était un vrai cri de panique, le genre qu'on garde pour les enterrements ou les tribunaux. Je n'ai pas bronché. Non, ai-je dit calmement. Tu as ruiné la nôtre. J'ai juste arrêté de porter les décombres. Elle n'a pas répondu. Ou peut-être qu'elle ne pouvait pas. Il n'y avait que du bruit, le reniflement, marmonnement, un mot à moitié formé coincé dans sa gorge. Puis elle a raccroché. J'ai posé le téléphone dans la console et j'ai regardé par le pare-brise. Il y avait un chariot élévateur qui déplaçait des palettes en cercle lent. Le livreur m'a fait un signe de la main et j'ai répondu d'un hochement de tête. Je n'ai pas tremblé. Je n'ai pas serré les poings. J'ai ressenti ce calme qu'on n'a que quand on finit quelque chose de lourd. C'était la dernière fois que j'ai entendu sa voix directement. Mais pas la dernière fois qu'elle a essayé. 2 jours plus tard, elle s'est présentée à mon travail. J'étais sur un toit, en train d'aider à refaire l'étanchéité de quelques conduits sur un bâtiment commercial en centre-ville. Mon téléphone a vibré dans ma poche et j'ai vu un texto de Dave à l'accueil. Hey, il y a une femme qui demande après toi. Elle dit qu'elle est ta femme. Tu veux que je la laisse monter ? Je suis resté là une seconde, bottes plantées sur les tuiles chaudes, le vent poussant contre ma veste. Non, ai-je répondu. Dis-lui que je suis indisponible. Si elle revient, appelle la sécurité. Simple. Pas de drame. Juste une porte fermée qui n'avait pas besoin d'être claquée. Ce soir-là, Dave m'a dit qu'elle était restée 10 minutes dans le hall après ça. Juste debout là, bras croisés, comme si elle attendait que quelque chose change. Ça n'a pas changé. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à recevoir des messages de gens que je n'avais pas vus depuis des années. Un pote du lycée m'a contacté de nulle part. Hey mec. J'ai vu un post de Louise. Je ne savais pas que vous vous étiez séparés. Tout va bien ? Je n'ai pas répondu. Je l'ai cherché et, bien sûr, c'était là. Un long post plein d'apitoiement avec une photo floue de coucher de soleil et une légende sur « Apprendre à s'aimer après une trahison ». Des commentaires pleins de sympathie de gens qui ne savaient rien. Des gens qui n'avaient vu notre vie qu'à travers des photos de fêtes et de légendes d'anniversaire. Elle présentait ça comme si j'étais parti sans raison. Pas un mot sur Marc. Pas un mot sur les jeudis soirs et les halls d'hôtel. Juste du chagrin et des hashtags. J'ai fixé ça longtemps. Pas parce que j'étais blessé. Mais parce que c'était prévisible. Elle avait toujours été douée pour faire paraître les choses mieux qu'elles n'étaient. Habiller le bazar, balayer la poussière sous le tapis, sourire pour la photo pendant que tout craquait en dessous. J'ai pensé, pendant peut-être une demi-seconde, à poster la vérité. À mettre les captures d'écran en commentaire. Laisser tout le monde voir ce qui s'était vraiment passé. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai fermé la page et je suis retourné bosser.
Parce que certains feux n'ont pas besoin d'essence. Une semaine plus tard, elle a essayé à nouveau. Un mail cette fois. Il était long. Décousu. Moitié excuse, moitié culpabilisation. Elle disait qu'elle était prise de court. Qu'elle n'avait jamais voulu me faire de mal. Que Marc ne signifiait rien. Qu'elle était perdue. Qu'elle regrettait la vie qu'on avait et qu'elle n'arrivait pas à croire que j'étais parti sans essayer. Je n'ai pas répondu non plus. Je ne l'ai pas supprimé, par contre. Je l'ai archivé. Comme le message de Marc. Comme les images de la vidéo. Pas parce que j'en avais besoin mais parce que je crois qu'il faut garder les reçus, au cas où. Après ça, ça s'est calmé. Elle a arrêté d'appeler. Arrêté de poster. Ou peut-être qu'elle m'avait bloqué et de toute façon, je n'ai pas cherché. C'est une drôle de paix, celle qui vient après le silence. Elle n'est ni bruyante ni dramatique. Elle ne vient pas avec des discours de clôture ou des explosions finales. Elle s'installe doucement, comme le brouillard sur un lac calme. Un jour tu te réveilles, et le bruit a disparu. Les gens disent toujours que partir est la partie la plus dure. Pour moi, c'était rester. Faire semblant. Partager un toit avec quelqu'un qui était déjà parti dans tous les sens qui comptaient. Partir? Ça a été la partie facile. Quand on a tout fait avec ses mains, construit des choses, réparé des choses, porté des charges lourdes, on apprend la valeur du silence. De laisser ses actes parler quand les mots ne portent plus. Je ne l'ai pas brûlé. Je ne lui ai pas crié au visage. J'ai juste laissé une alliance, une chemise et un espace calme là où la confiance vivait avant. Elle peut remplir cet espace comme elle veut. Moi? J'ai rempli le mien de paix. Ça fait 6 semaines que le divorce a été prononcé. 6 semaines de papier, d'avocat et de ce calme dont je ne savais pas avoir besoin avant qu'il soit à moi. Le juge a à peine regardé les preuves que j'ai présentées. Il a survolé les textos, les logs GPS et les images vidéo, puis il a levé les yeux vers Louise et a secoué la tête. Votre demande de pension alimentaire est rejetée. Il semble qu'il y ait eu plus dans ce mariage que ce que vous avez laissé entendre. Elle était assise là, pâle, les mains se tordant sur ses genoux. Je ne pense pas qu'elle s'attendait à ce que les preuves tombent si proprement. Elle s'est battue pour tout mais la vérité était déjà étalée sur la table. L'aventure, les mensonges, la façon dont elle avait jeté notre mariage comme si ce n'était rien. Le juge n'a même pas hésité à rejeter sa demande. Je suis sorti de cette salle d'audience la tête haute. J'avais tout fait correctement. Je n'avais pas joué sale. Je n'avais pas menti. J'avais juste laissé les faits parler d'eux-mêmes. J'ai gardé la maison, la camionnette et la plus grosse partie de mes économies. J'ai pensé que c'était suffisant. Mais à quoi bon garder la maison? Trop de souvenirs. Trop de fissures qui avaient été comblées avec autre chose que de l'amour. Alors je l'ai vendue. J'en ai tiré un bon prix, d'ailleurs. Ce n'était pas une question d'argent, mais d'avancer. J'ai pris ce dont j'avais besoin, j'ai emporté les choses qui étaient à moi et j'ai laissé le reste. Cet endroit? Ce n'était plus chez moi. C'était juste une structure qui portait le passé dont j'étais débarrassé. J'habitais déjà dans l'appartement que j'avais préparé en secret. J'avais juste trouvé un petit endroit de l'autre côté de la ville, qui sentait la peinture fraîche et la moquette neuve. Pas de fantômes. Pas de souvenirs de ces soirées tardives ou de ces mensonges accrochés dans les coins. Juste un nouvel espace. Une page blanche. Ce n'est pas grand-chose. Mais c'est à moi. À personne d'autre. Juste à moi. Louise a découvert que je l'avais retirée de ma mutuelle de la manière forte. Elle avait dû jeter la lettre Cobra que je lui avais envoyée sans la lire. Elle a reçu une facture du médecin. L'avis est arrivé par courrier, et je pouvais presque la voir assise là, fixant le papier, en train de tout assembler. Son prochain texto était passif-agressif au possible. Merci pour l'info sur la mutuelle. Vraiment classe. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Il y a une sorte de finalité dans le silence que les mots ne peuvent pas toucher. Elle n'était plus ma responsabilité. Je n'allais pas discuter avec elle, m'expliquer ou lui offrir une clôture qu'elle n'avait pas demandée. Ce chapitre de ma vie avait été écrit et refermé il y a longtemps. Je sors avec quelqu'un de nouveau maintenant. Elle s'appelle Emma. Elle n'a rien à voir avec Louise. Elle est vraie. Honnête.
Sans mur. Sans faux semblant. Le genre de personne qui ne bronche pas quand je lui demande d'emprunter son téléphone, ou quand je ne réponds pas à un appel pendant quelques heures. Il n'y a pas de cachotterie. Pas de regard en coin. Elle me connaît, et je la connais. Simple, vraiment. Elle n'est pas parfaite. Aucun de nous ne l'est. Mais elle me fait me sentir comme un homme à qui on peut à nouveau faire confiance. Et c'est plus que ce que j'ai jamais eu de Louise ces dernières années. Je ne souhaite aucun mal à Louise. Elle a son propre bazar à gérer maintenant, et je suis sûr qu'elle trouvera le moyen de s'en sortir. Elle travaille toujours dans la même société et même box, nouvelle plaque. Sa réputation ne change pas. Les gens parlent. Ils le font toujours. J'ai entendu des choses. Mais ça ne me concerne plus. Je me souviens qu'elle m'avait demandé, juste avant que tout s'effondre, pourquoi je ne lui faisais plus confiance. Je n'avais pas la réponse à l'époque. Mais maintenant, je l'ai. Ce n'est pas juste une question de confiance. C'est une question de respect. Elle nous a manqué de respect à tous les deux, à la vie qu'on avait construite ensemble. J'ai appris qu'on ne peut pas reconstruire quelque chose qui a été brisé en trop de morceaux. Et je n'avais plus l'énergie pour continuer à tenir un mur pour quelqu'un qui ne ferait pas la même chose pour moi. Elle est partie maintenant, dans tous les sens qui comptent. Et moi? Je ne la porte plus. Je ne porte plus ses erreurs, sa culpabilité ou ses excuses vides. Le poids est tombé de mes épaules, et ça fait un bien fou. Je ne la déteste pas. Je ne l'aime plus non plus. Ce que je ressens pour Louise maintenant, c'est ce qu'un homme ressent pour une vieille maison où il a vécu, peut-être un peu de nostalgie, peut-être un peu de colère, mais surtout, juste le soulagement d'en être sorti à temps. C'est fini. L'histoire est terminée. Et je vis enfin la vie que je mérite. Donnez votre avis dans les commentaires, a-t-il eu tort de s'adresser au service des ressources humaines plutôt que de régler cela en privé? Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à nous laisser un « j'aime ».